Et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, pour tout de suite entamer notre partie débat qui concerne la politique étrangère de l'Égypte, un dossier assez vaste et assez important que nous allons essayer de développer aujourd'hui avec Dr Cherif Amir, chercheur en géopolitique à l'Université de Paris 8. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Alors, beaucoup d'activités, effectivement, sur la scène politique, de la politique étrangère égyptienne, dont on va commencer par la présidence de l'Égypte de l'Union africaine, un sujet pour lequel l'Égypte est vraiment très enthousiaste et a des projets assez enthousiastes également. Bien sûr, la présidence, ça va durer 12 mois. Et ce n'est pas bien évidemment suffisant pour faire tout un renouvellement de la stratégie de coopération avec l'Afrique. Sauf que cette fois-ci, ça tombe bien pour l'Égypte parce qu'il y a une coopération entre l'Afrique et l'Union européenne et l'Égypte, depuis longtemps, est devenu ce médiateur. Et le président Sisi a été l'invité principal pour ces conférences et cette médiation, si on peut l'appeler comme ça. L'Égypte a un rôle très efficace parce que d'abord sur le maintien de la paix et la sécurité dans la région du Nord-Afrique, surtout la Libye. La Libye, ce n'est pas uniquement une question africaine, c'est une question de la Méditerranée et aussi de l'économie internationale parce qu'il y a les prix de pétrole, on vient de voir récemment. Donc l'Égypte a agi bien sur cette question dès le début, à dire à la communauté internationale qu'il faut respecter la souveraineté de la Libye, renforcer l'armée nationale de la Libye sous le commandement du maréchal Khalifa Haftar, qui est reconnu par le peuple libyen. Il faut l'aider à combattre le terrorisme. Le terrorisme ne touche pas uniquement la Libye, ne touche pas uniquement l'Égypte, ça va toucher l'Europe et l'Europe sait très bien les conséquences. Donc, il y a cette question, il y a aussi l'immigration clandestine et le trafic humain qui était lamentable. On a vu des scènes tragiques où il y avait les bateaux qui coulaient avec des centaines de jeunes Africains qui passaient par la Libye. Ce réseau, l'Égypte a travaillé avec l'Europe à le combattre et on a réussi à vraiment casser cette chaîne. Mais il faut signaler quelque chose. L'Égypte ne peut pas tout faire toute seule. Bien sûr. Le président Abdel Fattah el-Sisi ne cesse pas de faire ses voyages en Europe, de parler avec ses homologues européens sur cette question, parce que si jamais la situation en Libye sera une situation comme l'Afghanistan ou comme la Syrie, c'est un état maintenant en état désastreux, mais si ça va déborder comme ça sera une boule de feu pour l'Europe et pour tout le Moyen-Orient. Mais où en est-on exactement avec le dossier libyen? On sait que le président a eu des entretiens, plusieurs entretiens avec les dirigeants libyens ces dernières semaines et on voudrait savoir à quoi ça aboutit ou qu'est-ce qui est décidé. Il y a maintenant la question de libération des villes qui sont occupées par les mouvements terroristes. Le maréchal Khalifa Haftar, il conduit l'armée libyenne, et je souligne libyenne, parce que c'est une armée qui est faite par le peuple libyen, sachant qu'il y a malheureusement d'autres factions libyennes qui ont d'autres mercenaires d'autres pays, qui ne sont pas libyens. Les armes qui sont provenues il y a quelques jours de la Turquie vers ces factions pour la Libye, c'est une ingérence lamentable qu'il faut souligner et qu'il faut, il faut le sanctionner par la communauté internationale. Donc le maréchal Khalifa Haftar, il demande le soutien de l'Égypte, il demande l'aide de l'Égypte. Bien sûr, on était là depuis le début. On donne notre expertise. Il n'y a pas une ingérence de l'Égypte parce que notre politique étrangère, c'est le respect de nos voisins, mais il y a une doctrine aussi de protéger la souveraineté de l'Égypte. On n'est pas en train de laisser les choses passer comme ça. On ne va pas permettre, on voit souvent les pick-up qui viennent de la Libye, qui veulent traverser la frontière ouest de l'Égypte
pour commettre des mouvements, des actes terroristes. Ils l'ont déjà fait. Heureusement qu'on a une institution militaire solide, capable de faire face à ce défi, parce que c'est une guerre qui n'est pas traditionnelle. C'est une guerre de milices, et c'est une guerre aussi d'information, et c'est une guerre de renseignement. Donc l'Égypte, elle travaille avec le maréchal Haftar sur la question de libérer ces villes, sur la possibilité de construire ces villes pour que la vie normale devienne soutenable après. Nous travaillons aussi avec nos homologues, nos amis en Italie, qui sont un peu, qui hésitent un petit peu sur la question à qui soutenir dans le conflit libyen. Mais le Premier ministre italien, grâce à l'intervention de l'Égypte, a accepté de rencontrer le maréchal Khalifa Haftar, comme le président Macron en France, qui l'a accueilli à l'Élysée. Donc le maréchal Khalifa Haftar est devenu maintenant un interlocuteur reconnu. L'Égypte va continuer cette puissance à donner à la Libye. On va demander à l'ONU que l'embargo qui était imposé sur le régime de Kadhafi, il n'y a plus maintenant la raison de l'imposer. C'est une armée qui combat le terrorisme, qui veut voir le terrorisme, l'expansion du terrorisme dans un pays de la Libye, et surtout dans le trafic du pétrole. Donc l'Égypte, elle travaille sur ce dossier, on est capable de le gérer. Je suis sûr que le président Abdel Fattah el-Sisi, il détient aussi une carte très importante. Cette carte, c'est sa personnalité, son caractère charismatique, de présenter le cas, de parler avec ses homologues européens. Et déjà, il a eu des entretiens avec Angela Merkel de l'Allemagne et avec l'Italie. Je crois que ça va prendre du temps parce qu'il y a plusieurs acteurs. L'Égypte, elle travaille avec les Émirats sur cette question parce que la Libye est un pays arabe qui nous concerne tous. On travaille avec nos amis russes, mais on va toujours souligner l'ingérence turque et qatari qu'on ne va pas accepter. Parce que ce qui s'est passé déjà en Syrie, ça fait très mal pour la nation arabe et on ne voudra pas le voir encore une fois en Libye, en Afrique. Bon, et quelle est la situation actuelle en Syrie et le cours des relations, bien entendu, de l'Égypte avec la Syrie? L'Égypte, elle a une position très claire concernant la Syrie. La souveraineté du territoire syrien, elle doit être respectée. C'est la raison pour laquelle on soutient jusqu'à le moment, jusqu'à 7 heures, les combats, on soutient l'armée syrienne qui veut libérer la ville d'Idlib. C'est une ville occupée par les terroristes qui ne sont pas même syriens, des mercenaires, et qui ont été soutenus encore une fois par la Turquie. Heureusement que le président turc Recep Tayyip Erdogan a accepté la vision du président russe Vladimir Poutine que Idlib doit être sous la souveraineté syrienne. On comprend que le processus va prendre du temps, mais je crois que l'Égypte a souligné que l'intégrité du territoire syrien, ça fait partie de l'intégrité du peuple des pays arabes. Et il y a aussi une chose que beaucoup ils ont oublié, que nous on ne souhaite pas vraiment voir, aussi une expansion iranienne sous ce prétexte de combat de terrorisme. Parce qu'on a vu ce que l'Iran et ses milices, ils ont fait pour les pays du Golfe. Et ça rentre encore une fois dans notre souveraineté et notre sécurité nationale. Donc la Syrie arabe unie, c'est pour nous une priorité essentielle. Après ça, c'est le peuple syrien qui peut choisir à qui il veut donner le leadership du pays. Et quelle est la situation interne en Syrie maintenant ? La situation interne en Syrie, bien sûr, le président Bachar el-Assad, il attend le moment où il y aura une intention de toute la communauté internationale qui va demander à la Syrie de commencer, d'entamer ces négociations
et dialogue avec les partis de l'opposition. Je crois que ça va prendre du temps parce qu'il faut aussi une intervention des pays arabes. Déjà, les Émirats, ils ont ouvert un consulat à Damas. L'Égypte est en train de travailler avec la Syrie sur le dossier. Donc, la présence des pays arabes est très importante parce que ça va changer beaucoup dans le données. La Syrie ne sera plus isolée. L'erreur qui a été commise en Irak lorsque tout a été abandonné, ensuite ça est tombé dans les mains de l'influence iranienne, j'espère qu'on ne va pas le recommettre encore une fois en Syrie. Bon, concernant la Turquie maintenant, quel est le cours de nos relations avec la Turquie et quel est le cours des relations de la Turquie avec le monde? Écoutez, l'Égypte, encore une fois, surtout, là ça joue très bien, c'est clair, le caractère des deux présidents, du président Abdel Fattah el-Sisi et de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. L'Égypte n'a jamais fait une seule étape d'ingérence dans les affaires internes de la Turquie. Parce que d'abord, c'est notre politique étrangère, c'est notre doctrine. Deuxièmement, c'est le caractère de notre président Al-Fattah el-Sisi qui parle uniquement de la situation de l'Égypte. Et s'il parle autrement, il parle de la coopération. Jamais il prend une autre ligne de conduite envers un autre pays. Les affaires de la Turquie, à l'interne, ça concerne la Turquie. Mais ça ne veut pas dire que le moment où nos ressources gazières en Méditerranée et nos coopérations avec nos amis chypriotes du Sud et nos amis grecs, leurs intérêts communs avec nous vont être affectés, cela ne veut pas dire qu'on va laisser les choses passer normalement. Non. On a vu récemment qu'il y a eu des bateaux d'exploitation dans des zones où il y a eu des ressources de gaz en Méditerranée. Ces zones sont sous le contrôle de la République de Chypre. La partie nord qui est occupée par la Turquie n'est pas reconnue par l'ONU. Donc il n'y a aucune explication de la présence des flottes turques sous la prétexte d'exploitation de gaz là-bas. Les menaces qui ont été faites qu'ils vont utiliser une force, ce n'est pas une bonne idée, parce que l'Égypte est capable de se défendre. Mais encore une fois, défense. On ne prend jamais une ligne d'ingérence, on ne prend jamais une ligne d'agressivité. Notre doctrine militaire et notre doctrine de politique étrangère, elle est claire. Pas d'ingérence, mais il y a une défense de nos intérêts maritimes, nos intérêts terrestres, nos intérêts aériens, partout, comme tous les pays du monde. C'est le droit international qui nous permet. Et aussi les porte-parole de l'Égypte. Je parle par ça, le leadership de l'Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi. On ne va pas s'entraîner dans ce cours d'échange de guerre verbale avec la Turquie. On parle de nos positions solides, on va parler comme ça, mais si le moment il y aura un problème, on va agir parce qu'on ne va pas se laisser faire. C'est une région très volatile et on doit se respecter le voisinage. Pour revenir à votre question, la Turquie et le monde, la Turquie, écoutez, c'est une question très compliquée parce que c'est un membre de l'OTAN. Ils ont la force terrestre la plus nombreuse au sein de l'OTAN, mais ils sont les amis, les alliés de la Russie et l'ennemi de l'OTAN. C'est une contradiction très bizarre. Et en même temps, il y a le chantage avec l'Union européenne sur la question des réfugiés. Si vous n'allez pas nous payer 3 milliards d'euros, on va laisser les gens passer. Donc, on va laisser les gens passer, c'est-à-dire ils vont aller vers l'Europe? Oui. Oui. Ça sera un flux migratoire, comme on l'a vu sur les écrans de télé. Oui, mais avec aussi un nombre aussi important de réfugiés, le monde, quand même, il devrait mobiliser quand même des sommes d'argent pour soutenir ces réfugiés en Turquie. C'est-à-dire la Turquie, à elle seule, ne peut pas. C'est toujours organisé avec l'ONU. Ça ne vient pas comme initiative
des pays envers un autre pays. Non. La question des réfugiés, elle est classifiée comme question de droits humains gérée par les Nations Unies. Il y a les Nations Unies qui interviennent, qui cherchent dans le dossier, elle examine la situation et puis elle demande des quotas pour les pays les accueillir. En Égypte, on respecte ça. Et les pays d'Europe respectent la même chose. Oui. Mais il n'y a pas la possibilité que le président turc décide lui-même qu'il va faire une négociation et du chantage sur la question de ces gens qui ont une vie misérable. Mais c'est hors du commun. Mais normalement, c'est des organisations des Nations Unies pour les réfugiés qui gèrent cette affaire avec les pays respectifs. Voilà. Et ce dossier n'a pas été géré avec la Turquie? Bien sûr, ça a été géré. Bon, alors quel est le problème? Le problème, c'est que le leadership turc ne veut pas suivre ce chemin vraiment jusqu'au bout. Ils veulent utiliser la carte parce que n'oublions pas que beaucoup des djihadistes européens et français qui ont allé en Syrie, ils traversaient la Turquie d'abord. C'était là-bas le recrutement. Il y a une question qui est floue, que la Turquie ne veut pas qu'on découvre. Ce sont et aussi qui sont venus même au nord du Sinaï, ils sont passés par la Turquie. Et d'autres, et on sait très bien, les emblèmes des mouvements terroristes égyptiens, ils sont protégés par la Turquie. Donc la question tout entière, c'est une question très floue, ce ne sont pas des questions des simples réfugiés. Et c'est là la Turquie, elle ne veut pas que les choses soient traitées devant tout le monde, parce qu'on va découvrir beaucoup de choses. Ben justement, concernant le terrorisme dans la région, où en est-on maintenant? On est dans une situation très ambiguë parce que on voit que les États-Unis essayent de trouver une autre façon de combattre, soi-disant, le terrorisme dans la région, et aussi la Russie, elle a une autre vision de ce combat du terrorisme. Maintenant, si on regarde, le State Department, le département d'État américain, a déclaré, par exemple, que la garde révolutionnaire iranienne est un mouvement terroriste. Alors que, et comme le Hezbollah, alors que la Russie ne regarde pas les choses du même œil. Les deux puissances sont présentes dans la région. Et les deux puissances disent qu'ils veulent combattre le terrorisme. Mais quel terrorisme? C'est ça le point d'interrogation qui est en train de se poser. On vient de voir les actes qui ont eu lieu contre les sites pétroliers en Arabie Saoudite. Le premier attentat que les Émirats ont vécu, c'était à Fujairah, le port où il y a eu deux grands navires qui transportent le pétrole qui ont été sabotés. Et d'ailleurs, j'aimerais attirer l'attention sur quelque chose. Après cet acte qui a touché les Émirats, le prince héritier et le chef des forces armées des Émirats, le cheikh Mohammed Ben Zayed, la première visite qu'il a effectuée, c'est pour l'Égypte. Ce n'était pas à Washington, ce n'était pas à Bruxelles, ce n'était pas à Moscou, c'était à l'Égypte. Et cela montre une chose, c'est un message au monde entier, que l'Égypte est le pilier de défense et d'amitié et de fraternité du monde arabe. C'est vrai que l'Égypte, pour ce combat contre le terrorisme, elle a donné la priorité à l'armement. Et nous avons vu avec plusieurs pays étrangers, l'Égypte s'est procuré quand même d'importants équipements militaires. Qu'est-ce que vous pensez de cela? L'équipement militaire de l'Égypte qu'on a acquis, comme les Mistral, je ne veux pas dire les Rafales, mais je veux dire le Boeing par exemple, qui vient d'être inauguré, c'est pour les missions rapides, d'intervention rapide. La question de la notion de terrorisme, elle est très bizarre parce que, par exemple, pour le déploiement maritime, vous pouvez trouver des milices qui vont attaquer votre site du gaz au sein du Méditerranée. Vous ne savez pas qui est derrière, mais vous savez qu'il y a des milices. Là, il faut une force d'intervention rapide
qui va intervenir. Donc l'armement qui est utilisé, c'est un armement proportionné à la situation, parce que ce n'est pas une guerre traditionnelle. N'oublions pas aussi qu'il y a une guerre de renseignement. Mais ce n'est pas la seule voie que l'Égypte est en train de suivre. Le président Abdel Fattah el-Sisi a parlé à plusieurs reprises qu'il y aura une réforme dans les discours religieux, parce que l'Égypte, elle porte un autre fardeau. C'est le fardeau de l'université d'Al-Azhar, qui a une influence énorme sur le monde entier. Alors, on a un autre fardeau, c'est le fardeau idéologique. Et ça prend beaucoup plus de temps que la guerre avec les armes. C'est pour cela, je suis certain que la vision du président El-Sisi, elle est une vision correcte, puisqu'il a touché ce point. Il n'a pas traité la question d'une façon sécuritaire uniquement, mais il les traite aussi idéologiquement, mais idéologiquement, ça va prendre du temps. Revenons encore une fois aux équipements qu'on a. Par exemple, je venais de parler de la guerre en Libye. Les forces égyptiennes, l'armée égyptienne qui est déployée, ce n'est pas des forces traditionnelles. Ce sont les pick-up qui sont utilisés par les milices terroristes. Aussi, on a des façons de combat, des véhicules blindés, légers, qui peuvent circuler dans les sables et aussi au Sinaï, dans les montagnes. Donc l'équipement doit être technologique, et doit être de haute gamme, et doit être aussi dans les mains des personnels qui savent l'utiliser. Et heureusement, on a ce potentiel humain. Et en parlant de potentiel humain, je pense qu'on a aussi besoin d'augmenter le nombre, ou bien est-il suffisant nos effectifs concernant l'armée, les policiers. Écoutez, l'Égypte est un pays de 100 millions d'habitants. Et même dans les classements académiques, lorsqu'on voit les classements des armées du monde, l'Égypte a la force de réserve numéro 1. Elle a un rang assez avancé, oui. Oui, les réserves, c'est-à-dire ceux qui peuvent être appelés pour le combat, ça c'est numéro 1 au Moyen-Orient. Donc, et aussi les forces qui sont sur le terrain, on a une puissance humaine qui n'est pas négligeable. Et je crois que c'est un message clair à beaucoup de nos ennemis dans la région. L'Égypte, sur cette question, elle est très protégée. Mais rappelons que la guerre traditionnelle, ou la guerre actuelle contemporaine, comme on dit la 5e génération, c'est plutôt aussi la technologie. Oui. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. L'équipement technologique, c'est ça ce qui est très important. Mais l'effectif humain, on a cet effectif et c'est solide et c'est garanti. Bon, on voudrait parler de nos relations actuelles avec le Golfe. Surtout suite aux récents événements. Là encore, je vais revenir à 2014, lorsque le président Abdel Fattah el-Sisi a été élu, et comme s'il voyait ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il a dit clairement que le moment où la sécurité des pays du Golfe sera menacée, l'Égypte ne va pas se taire. Il a dit que c'est une question de distance uniquement. C'est-à-dire, on va se déployer, on va prendre toutes les mesures c'est une ligne rouge. On va défendre nos frères là-bas. C'est bizarre, c'est comme s'il voyait exactement ce qui se passe aujourd'hui, en 2019, 5 ans plus tard. Ce qu'il a dit, on le voit. Jour au lendemain, il y a eu des sites pétroliers au sein de l'Arabie Saoudite attaqués de l'air, un port maritime émiratique qui vient être infiltré et un déploiement américain de masse dans la région. On était je crois il y a quelques jours, je disais, on était à 2 pas d'une guerre régionale. Mais rappelons une chose, les Égyptiens étaient les seuls le peuple égyptien, ils étaient les seuls qui n'avaient pas une inquiétude, parce on sait très bien, d'abord on a mené des guerres avant, alors on sait c'est quoi, et deuxièmement on sait qu'on a une institution militaire très solide, mobilisée. C'est très important de dire mobilisée, parce qu'on est très réveillé sur cette question.
Alors la relation avec le Golfe, je crois que l'Égypte, à la montré aux Émirats, connaît une base solide d'alliance. On va le continuer. Les visites du prince héritier Mohammed Ben Zayed, elle est très claire, un message très clair au monde entier, à qui les Émirats font confiance au moment du danger. Bien sûr. Et ce déploiement américain, qui l'a sollicité? Il y a des accords entre les pays du Golfe et les États-Unis. Et ça a été, cet accord a été rouvert de nouveau il y a 2 jours et ils ont sollicité ce déploiement. Parce que on voit que l'Iran, on va parler clairement, l'Iran utilise une guerre qui n'est pas traditionnelle, c'est le Houthi au Yémen. Ensuite, le Hezbollah, ils disent qu'ils s'approchent des frontières d'Israël à travers le plateau du Golan, mais il y a aussi une infiltration très importante de ce groupe en Irak et ils essayent aussi d'être présents dans les pays du Golfe, il y a des cellules de Hezbollah, donc ce n'est pas une guerre traditionnelle. Et ce déploiement aussi, il est important parce que, comme le président Vladimir Poutine l'avait dit, la Russie n'est pas le pompier, n'est pas le pompier qui va éteindre le feu. C'est-à-dire, du jour au lendemain, les Iraniens, ils ont dit, bah, on n'est plus dans l'accord nucléaire. Aujourd'hui matin, ils ont dit, on a continué maintenant l'enrichissement d'uranium. On va où là? Alors c'est une question très bizarre. Et comme le président Poutine leur a dit, c'est vrai que les Américains, ils ont quitté cet accord en 2015, mais personne ne va, au moment de la crise, va se souvenir que ce sont les Américains qui ont quitté ils vont tous pointer le doigt vers l'Iran. Et c'est ça la question que nous, les pays régionaux, surtout l'Égypte, on pose aux Iraniens. Mais est-ce que l'escalade est une solution? C'est une tactique? Pourquoi menacer les pays du Golfe? Pourquoi mettre l'huile sur le feu dans cette région? On voit déjà les dégâts qu'on a vus avec Daesh, avec les autres groupes. Alors, c'est une question de timing aussi. On doit savoir pourquoi les Iraniens veulent ça. Mais à mon avis, la force américaine, elle n'est pas destinée clairement contre l'Iran. C'est plutôt, il y aura une action dans quelques mois peut-être, mais pas contre les Iraniens, mais ce sera contre le Hezbollah. Et Daesh, où sont-ils maintenant? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je ne peux pas vous dire qu'ils sont transparents, c'est-à-dire ils sont évaporisés. Je crois que les Américains, ils le mettent en réserve. Mais où? On ne sait pas. Mais vous avez, on a eu les attaques récentes en Indonésie. Oui, on a eu Sri Lanka, vous voulez dire. Oui, Sri Lanka. En Sri Lanka. Ils sont déployés, mais où exactement? Alors ça, c'est une question très importante. Je reviens, il y a 2 mois, un sommet trilatéral du président Sisi et du roi de Jordanie, le roi Abdallah, et le premier ministre irakien. C'est lorsque les Américains ils ont décidé qu'on a fini avec les Daesh en Syrie. Maintenant, il y a quelques groupes de Daesh, mais en Irak. Et on a dit tout de suite, il y aura peut-être une cellule qui va s'approcher de la Jordanie et qui va s'approcher après ça de l'Égypte. Et avec les attaques du Sri Lanka, on voit quand même qu'il y a des activités aussi dans d'autres régions du monde. Bien sûr. Le problème essentiel de Daesh, c'est multinational. D'abord, on parlait de l'Irak, ensuite c'était la Syrie, mais après ça, on a vu que l'effectif même, ils ne sont ni irakiens ni syriens, sont des Tchétchènes, des Afghans, des Égyptiens, des Européens, et même la France qui est en débat permanent, qu'est-ce qu'on va faire avec les terroristes qui vont revenir? Alors ils ont eu une autre solution, ils ont dit bon, on ne va pas les laisser venir. Et là, il y a eu des condamnations de mort. Comment ils vont les connaître?
Comment ils vont les connaître? Ça, c'est une question. Et non, il y a une autre crise qui s'est déclenchée récemment en France sur la question, c'est que l'Irak, il a dit, bon d'accord, vous voulez garder vos nationaux, vos citoyens de nationalité française chez nous qui ont commis des actes terroristes, ben, on va appliquer notre loi, et il y aura des condamnations à mort. Et là, la France a dit, bah non, ce sont des citoyens français, vous ne pouvez pas les condamner à mort. Elle a dit, bah alors prenez-les. Alors, ça sera une boule de feu. C'est une boule de feu, chacun est en train de le jeter sur l'autre. Oui. Et Israël dans tout ça, dans la région? Israël, on voit très bien, il y a une pensée très claire chez Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien. C'est la judaïté de l'État d'Israël. Ils sont en train de travailler sur ce dossier, que ce soit calmement ou pas calmement. Mais le caractère juif de l'État d'Israël doit être déclaré dans la région. Ils veulent travailler sur ce dossier, mais comme les choses sont très bizarres dans toute cette région volatile, maintenant il y a la menace iranienne qui pèse sur l'Arabie Saoudite, qui pèse sur Israël, qui pèse sur tout le monde, et tout le monde se sont trouvés tranchés dans le même camp. Alors ça c'est une question très bizarre, et c'est pour cela l'Égypte avait raison, et on répète à plusieurs reprises, aux Palestiniens, ils doivent s'unifier, parce que le moment où il y aura un front unifié des Palestiniens, il y aura des négociations. Rappelez-vous, quelques jours avant le Ramadan, il y a eu des tirs de roquettes de Gaza, qui sont le Hamas, contre Israël. Et bien sûr, c'était pour embarrasser l'Égypte après s'il y aura un conflit, à dire ouvrez les frontières, c'est Ramadan, il faut nous aider. Là, ce jeu ne peut pas continuer. Le renseignement égyptien est en train de médier avec les Palestiniens. Unifiez-vous, parce que le temps passe. Israël est en train... Mais ça, l'Égypte le dit depuis des années, concernant l'unité des Palestiniens. On n'a pas d'autre choix que le continuer. Il faut que Hamas comprenne qu'il ne faut pas écouter ni l'Iran, ni la Turquie, ni le Qatar. L'Égypte pense très bien sur le futur, l'avenir des Palestiniens, et j'espère qu'une paix durable sera aboutie. On l'espère, et on espère que ce dossier sera enfin clos sur une note pacifique. Docteur Cherif Amir, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue.